organisée par... Excusez. Conférence organisée par le Carrefour national en insertion professionnelle en enseignement, le SNIP. Donc, l'accompagnement des professionnels, des enseignants, les défis et modalités. Donc, quelques informations d'usage avant de commencer. Donc, on demande à tout le monde de fermer leur micro pour éviter les bruits d'interférence. La présentation sera enregistrée, donc je demande à Marie-Ève de s'assurer que ce sera fait et il y aura une période de questions à la fin pour nos deux présentateurs et la présentation sera envoyée là, à toutes les personnes qui étaient inscrites là, via notre formulaire Forms dans l'annonce de l'événement. Alors, je laisse la parole à Nancy Lalonde, ma collègue, qui va vous présenter nos présentateurs de ce soir. Alors, bonjour tout le monde. Oui, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui deux conférenciers et auteurs d'un ouvrage qui a pour objectif d'aider le nouvel enseignant à réussir son insertion professionnelle. D'abord, M. Gérald Boutin, PhD de l'Université de Fribourg et professeur associé au département d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM. Il a effectué de multiples recherches, tant dans le domaine de l'éducation que dans le champ psychosocial. Ensuite, Mme Dufour, qui l'accompagne, aussi PhD de l'Université de Montréal en psychopédagogie et professeure agrégée au département d'éducation de formation spécialisée à l'UQAM aussi depuis 2011. Elle a œuvré pendant 20 ans dans le milieu scolaire à titre d'enseignante, de responsable des stages et de la formation des enseignants associés, entre autres. Alors, j'inviterai nos conférenciers à prendre la parole. Alors, je tiens à dire bonjour. Merci de votre participation. Monsieur Boutin, je vous laisse faire l'introduction. Monsieur Boutin, votre micro, on ne vous entend pas. Ça va? Oui, on vous entend Parfait. bien, merci. Alors, je vais reprendre. Alors, le livre dont il est question est issu d'un travail qui s'est poursuivi pendant plusieurs années. Effectivement, parce que nous travaillons ensemble, ma collègue et moi, sur ces thèmes qui nous tiennent à cœur. Alors, nous avons fondé, je dirais, notre travail, notamment, sur notre expertise, forcément, parce que chercheurs et professeurs d'université, mais préoccupés notamment par le travail sur le terrain avec nos collègues des écoles, évidemment. Nous avons porté une attention, entre autres, bien sûr, aux travailleurs sur le terrain, je viens de le dire, mais aussi sur de nombreuses recherches. Salut, je peux te parler à Claire, s'il vous plaît? Merci. Alors, ça va? Je peux continuer? Et vous pouvez continuer, M. Boutin. Alors, on travaille avec les accompagnateurs. Hello! On a bon, là, maintenant, tu es supposé d'appeler là, mais il appelle. Oui, ça fait un peu bizarre. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui parle, on vous entend parler une conversation au téléphone. Oui, ça fait... Mais là, ils m'ont appelé comme à 3h02, mais tu sais, j'étais occupée. Là, Il faudrait s'assurer j'ai demandé de rappeler que dans le 30 micro minutes, soit fermé, là, ben, ça fait 30 minutes. Fait que je voulais juste te dire de ne pas rester loin du téléphone. C'est beau, vous pouvez aller. Merci. J'ai fermé le micro. Monsieur Boutin, vous pouvez poursuivre. Je vais suivre. Peut-être, Monsieur Boutin, ouvrir votre micro. Est-ce que là, ça va? Oui, on vous entend bien, merci. Oui, on vous entend, mais je crois qu'il n'y a que moi, mais on ne vous voit pas, par contre. Alors, que faire pour que vous me voyez?
Alors, Peut-être faire l'introduction, puis ensuite, on essaiera de voir voilà, l'image. tout à fait. Oui. Alors, pour continuer là-dessus, forcément, c'est que ce qui nous intéresse avant tout, c'est bien sûr l'insertion professionnelle de nos enseignants, futurs enseignants. Pas futurs, ils sont déjà. Et puis, bien sûr, il y a une qualité particulière que nous avons travaillé à fond, c'est bien sûr la notion d'encadrement du nouvel enseignant, mais dans une perspective qu'on appelle réflexive, et puis, bien sûr, aussi partenariale. Vous me direz, partenariale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes partenaires, nous travaillons, nous coopérons à un projet commun. Et puis, bien sûr, tout le livre est marqué par ces deux notions-là, réflexivité que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, et puis, bien sûr, l'idée de travail en commun, de participation vraiment de divers horizons. La qualité de l'encadrement du nouvel enseignant aussi nous préoccupe énormément. Et parce que c'est un lien très net avec les élèves dans les classes. On le voit, on le comprend. Ça se répercute sur la réussite de l'enseignement dans les écoles et auprès des élèves eux-mêmes, je le répète. Il y a des questions de base qui nous sont posées. Alors, je prends la peine de vous les énumérer. C'est un petit peu pédagogique, mais quand même. Ce sont des questions que plusieurs d'entre vous se posent sans doute si vous êtes dans le même domaine que nous. Quels sont les besoins des nouveaux enseignants? De quoi ont-ils besoin véritablement pour répondre à ces attentes-là? Quelles sont les principales caractéristiques du processus d'insertion professionnelle? Parce qu'il y a plus, on verra tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'aborder la question. En quoi consiste le rôle de l'accompagnateur et puis celui de l'accompagné? Il y a un dossier particulier auquel on va revenir tout à l'heure. Qui fait quoi et qui est quoi, à vrai dire? Qui est qui? Ce sera plus poli. Et puis, les outils d'intervention. Ça, c'est un point aussi qui est très important parce qu'il nous revient souvent à la tête, à l'esprit. C'est que de quelle façon peut-on travailler auprès des nouveaux enseignants en mettant l'accent, bien sûr, je le répète encore une fois, sur ce dont ils ont besoin. Les outils, il ne faut pas non plus se braquer sur un ou deux. Ils sont nombreux, vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quand même fondamental d'avoir ce qu'il faut en main pour effectuer le travail que nous avons en priorité désigné. Voilà, en gros, d'où vient ce livre, je le répète. Il est très... Vous venez d'accrocher votre micro, M. Boutin. On ne vous entend plus. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Pardon, je bouge trop, voilà. Alors, justement, c'est l'occasion d'ajouter ce que vous voulez bien faire, ma chère collègue. Qu'est-ce que vous avez ajouté à ce que j'ai dire sur notre bouquin? Je dirais qu'on s'est concentré beaucoup sur la relation d'accompagnateur et d'accompagné parce qu'il existe plusieurs autres dispositifs et de programmes d'insertion professionnelle, mais on s'est vraiment concentré sur cette dyade, cette relation qui est, je pense, des plus populaires dans les milieux scolaires. Hein. L'aide entre enseignants expérimentés et enseignants débutants a toujours existé et va toujours exister, peu importe les mesures et les formules. Donc, on a voulu apporter nos connaissances et aussi les connaissances issues des écrits scientifiques par rapport à ce qui peut être des pratiques un petit peu plus gagnantes ou porteuses pour mieux accompagner les nouveaux enseignants par la mesure d'accompagnement. Donc, malheureusement, j'ajouterais, M. Boutin, malheureusement qu'on n'a pas trouvé la formule magique ni la recette, mais on a quand même des pistes à vous proposer. Il y a quand même beaucoup de recherches en marche, vous avez raison de le souligner, et on a été très attentif là-dessus, voir un peu où on en est. Ça, c'est très important et tout le monde le comprend. Quand on écrit un ouvrage, ça veut dire qu'il faut vraiment savoir de quoi il s'agit. Alors, ce sont des données récentes, plus anciennes, mais quand même qui parlent beaucoup. Voilà. Tout à fait. Et je tiens à remercier aussi les membres du SNIP de nous avoir invités et je remercie les participants, les participantes aussi d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. En toute humilité, je pense que ça répond à un besoin.
Je pense que vous êtes très préoccupés par l'accompagnement des enseignants débutants. Donc, merci de votre présence. On va essayer de répondre, de prendre un temps d'échange à la fin pour répondre à vos questions s'il y a lieu et partager aussi ce qui se fait sur le terrain. Et je me joins à vos remerciements. Oui, évidemment. Donc, ça va de soi. En fait, nous voulons vous partager un peu notre vision de l'accompagnement, comme M. Boutin l'a mentionné, qui se veut partenarial et réflexive. Donc, il ne repose pas uniquement sur les épaules de l'enseignant accompagnateur, on tient à le souligner. Alors, si vous le voulez bien, peut-être je pourrais présenter le plan de la présentation, puis ensuite, M. Boutin, je vous laisserai la parole. D'accord. Donc, notre présentation se divise en 5 grandes parties. La première étant l'insertion professionnelle en enseignement et la notion d'accompagnement professionnel. Ensuite, le processus d'accompagnement des enseignants débutants. La relation entre l'accompagnateur et l'accompagné. En 4e partie, nous vous présenterons quelques outils pour aider l'enseignant accompagnateur à soutenir son accompagné. Une brève conclusion et quelques perspectives. Et nous terminerons avec une portion dédiée au partage avec vous. Donc, voilà ce qui s'en vient pour les prochaines minutes. Et je laisserai M. Boutin commencer avec la première section qui s'intitule « L'insertion professionnelle en enseignement et la notion d'accompagnement ». On pourrait regarder le contenu de cette partie avec la prochaine diapo, où il sera question de l'entrée dans le métier, la nécessité d'accompagner le nouvel enseignant. On va vous expliquer pourquoi c'est nécessaire, même si vous le savez. Un bref historique aussi d'insertion professionnelle et la définition des termes, entre autres des termes d'accompagnement et les notions qui sont similaires. Ensuite, la spécificité de l'entrée dans le métier d'enseignant. Alors, M. Boutin, si vous êtes prêt, je vous laisserai la parole. On ne vous voit pas toujours. Si vous pouvez voir à côté de votre micro, vous avez une caméra sur laquelle vous pouvez appuyer pour qu'on puisse vous voir. Quelle caméra? J'ai démarré vidéo, j'ai... Oui, c'est là-dessus que vous appuyez. Démarrer vidéo. Oui. Et voilà, on vous voit. C'est parfait. Alors là, on va savoir qui je suis. Allez-y. Ah là là, enfin bref. Alors, on va commencer par le commencement, justement, l'entrée dans le métier. C'est que plusieurs personnes se sont penchées sur cette problématique. On parle d'insertion professionnelle aussi, bien sûr. Ça veut dire que, ça veut dire quelque part, c'est qu'on passe du monde de l'université, de la formation, au monde, entre guillemets, très pratique, qui est celui de l'école, qui est celui, avec tout ce que ça peut avoir de préoccupant pour certains jeunes enseignants et certaines jeunes enseignants. Alors, mais bien évidemment, c'est que là-dessus, il y a de nombreuses recherches aussi qui ont été faites. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler avec une collègue française sur ces questions-là. Et nous avons vu, par exemple, qu'il est très important de se mettre dans la tête que c'est un passage qui est périlleux pour certains enseignants, pardon, mais c'est aussi un passage qui est très emballant pour d'autres. Il ne faut pas faire non plus une position radicale avec tout ça, bien sûr, loin de là. Alors, il y a aussi un auteur qui s'est penché là-dessus pour insister notamment sur le choc que peuvent vivre ces étudiants-là, parce qu'ils sont encore étudiants, bien sûr, étant tout à fait au début d'une préparation. Alors, ça veut dire en termes clairs que si on parle d'entrer dans le métier, il y a une aide nécessaire. Que va-t-on faire pour aider ces jeunes-là, ces nouveaux enseignants? C'est une des questions fondamentales qui se posent. Il y a un passage, évidemment, je le répète, du statut de l'étudiant à celui de l'enseignant qui doit être pris en compte non seulement par les accompagnateurs eux-mêmes, mais par l'accompagné lui-même. Il faut qu'il se penche aussi sur son propre problème, ses propres questions, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il s'attende à tout recevoir comme si c'était vraiment tout désigné d'avance, évidemment. Alors, il n'est donc pas étonnant que ce choc en question, dont parle Huberman, le nom me revient, il parle notamment, tenez-vous bien, de choc. Alors, c'est quand même beaucoup.
Pour ma part, ce que j'entends, je pense que plusieurs d'entre vous le savent, et je crois que ça vaut la peine qu'on s'arrête là-dessus, c'est pas non plus une vérité absolue de croire que c'est un choc. Il ne faut pas rester tranquille. On y reviendra sûrement dans les débats. L'autre point qui m'interpelle énormément, c'est la nécessité d'accompagner. Pourquoi c'est si important d'accompagner le nouvel enseignant? Bon, dans un premier temps, c'est que pour le nouvel enseignant, ce n'est pas étonnant pour lui que l'école soit un peu inquiétante, c'est qu'elle devient préoccupante. Il a fait des stages au départ, mais c'est quand même différent d'avoir devant soi une classe avec de vrais élèves dont on a la garde et le soutien. Alors, on remarque que c'est surtout à partir des années 2000 notamment que le travail s'est effectué là-dessus. Alors, on a expérimenté ici certains programmes, ma collègue est au courant comme moi, il y a plusieurs années. Malheureusement, les programmes, c'est très volatile et on fait un bout de programme et après, on n'a plus de subvention pour poursuivre et on connaît les résultats. Et curieusement, en regardant dans mes dossiers, je me suis rendu compte que ce dossier-là, si on veut, que nous avons travaillé ensemble, est encore très actuel. On se posait exactement les mêmes questions. Et c'est malheureux parce qu'il y a un passage à vide. Et là, on a repris autour des années peut-être 2015 par là, peut-être un peu plus tard. On s'est repenché sur le dossier. On se rend compte qu'on ne pouvait pas ignorer cette réalité-là. C'est un passage éminemment important et je pense que ça se comprend très bien. Et je voudrais aussi insister bien sûr sur un point peut-être, c'est bien sûr le besoin de recherche, je viens de le dire, mais j'insiste là-dessus, besoin de recherche, mais aussi besoin de soutien aux gens sur le terrain. Bon, il y a des chercheurs, on s'entend, qui ont besoin d'aide pour faire des recherches poussées, etc. Mais cette démarche-là n'est pas suffisante. Je crois qu'il faut aussi accompagner les accompagnateurs, les gens qui s'intéressent, l'équipe école, leur donner aussi la possibilité de se frôler quelque peu à la recherche. Je suis tout à fait un tenant de la recherche-action, la recherche intégrée. Ce n'est pas seulement les enseignants à l'université qui ont cette priorité-là. Je crois que c'est tout un travail d'équipe qui se fait. Alors, il y a un bref historique peut-être que j'ai effleuré, mais je vais y revenir un petit peu quand même. C'est qu'il est souvent j'ai trouvé très souvent un enseignant aussi qui est plus expérimenté que d'autres pour faire de l'accompagnement. Mais c'est toujours, parfois, pas toujours, très souvent, sa propre gouverne. Il veut aider les jeunes. On a tous eu des mentors quelque part dans notre vie. Et on garde d'eux un excellent souvenir la plupart du temps, parfois un peu moins excellent, si on peut dire, mais quand même. Il est apparu quand même que ce monde d'accompagnement ne peut pas suffire à lui-même. C'est plutôt un travail d'équipe, j'y reviens parce que c'est fondamental. C'est aussi, comment dirais-je, se joindre à quelqu'un pour aller en même temps un accompagnateur. Quel est son rôle? On y reviendra plus à fond tout à l'heure. C'est simplement se joindre à quelqu'un pour aller où il va. C'est une définition qui a l'air un peu simpliste, mais quand même, dans le champ de l'éducation, accompagner quelqu'un en formation, c'est le soutenir dans sa démarche. Alors, je pense qu'il là-dessus, on aurait beaucoup à dire, et on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Chaque personne qui commence à travailler dans une carrière a une démarche devant lui. Alors, il peut la voir comme étant quelque chose de préoccupant, d'autres comme un défi, mais il faut que ce soit travaillé, je crois, le plus possible avec quelqu'un qui est déjà pris de l'expérience. Et c'est pour ça que l'accompagnateur a un rôle tout à fait déterminant. Alors, je suis à parler de ça, je pense aussi à l'accompagner. Il ne faut pas non plus, j'ai abordé un peu ça tout à l'heure. Est-ce que ça va? On a des bruits, en fait. L'accompagné doit être là aussi, présent, attentif, et il doit être proactif aussi.
je devance un peu mon sujet pour ça, parce que je crois que trop de jeunes enseignants, j'ai l'expérience pour le dire, parfois se disent, ah tiens, bon, je vais demander à mon mentor ce qu'il va me dire et tout. Je pense que c'est bon d'arriver aussi avec des projets, des préoccupations et d'y soumettre au mentor. Et pas seulement attendre que lui me demande, mais comment ça va pour toi? Est-ce que tu as des choses à me dire? Je trouve que c'est un peu perdre son temps aussi. Alors, en définitive, si j'essaie de résumer rapidement ce que c'est que l'entrée dans le métier, ce travail à faire, c'est une démarche expérientielle. C'est une définition un peu que nous avons travaillé ensemble, qui met en relation deux personnes. L'une qui exprime son besoin de soutien, d'accompagnement, et puis pour aller plus loin, pour avancer. L'autre qui accepte de jouer le rôle d'aidant et d'accompagnant. Donc, c'est pour moi que ce soit quelque chose qui ne soit pas imposé non plus. Je crois très peu à la réalité, à l'intérêt plutôt d'un mentor qui est obligé de faire du mentoring, si on parle dans ce terme. Donc, c'est une expertise aussi pour les deux. Une expression, une expertise à apprendre, ça veut dire apprendre aussi. Et je crois que tous les deux, accompagnateurs et accompagnés, apprennent de ce métier-là. Je crois qu'on a eu des témoignages très intéressants d'ailleurs d'accompagnateurs qui nous disent à quel point ces démarches qu'ils avaient accomplies avec de jeunes enseignants étaient enrichissantes pour eux. Donc, ce n'est pas seulement une question de faire une expérience comme ça au hasard, on va beaucoup plus loin, on s'accomplit d'une autre façon. Ici, il y a la notion de transmission. C'est aussi transmettre, non pas imposer. Et là-dessus, encore une fois, on pourrait s'arrêter et aller plus loin tout à l'heure, mais honnêtement, quand on s'arrête quelques minutes là-dessus, c'est que ce n'est pas tout simplement de vouloir transmettre notre propre expérience, mais d'aider l'autre à acquérir la sienne. Et non pas, encore une fois, d'imposer dans mon temps, on a déjà entendu ça quand même, ou d'avoir une méthode et s'attacher à elle de façon presque pitoyable, sur un certain point. J'ai quelques autres points quand même qui me paraissent importants à souligner, c'est que quand on dit mentor, accompagnant, c'est un terme générique, le mot accompagnement. Et après, il y a d'autres, et le premier point, c'est le mentorat. Forcément, tout ça vient du mot mentor. C'est assez intéressant. Ça remonte, tenez-vous bien, c'est pas hier, c'est à l'Antiquité gréco-romaine déjà. On parlait de mentor. Et mentor, c'était un personnage qui aidait le fils d'un de ses amis à apprendre. Donc ça, c'est très loin, mais ça nous est revenu au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec Fénelon, que certains d'entre vous connaissent peut-être, un pédagogue de l'époque, c'est pas hier, on voyait le XVIIe siècle, autour de Télémaque. Télémaque, c'était le nom de l'élève en question. Alors, un peu d'histoire au passage, c'est rafraîchissant parfois. Et c'est intéressant de voir que ce mot-là a été repris bien après par plein de chercheurs, plein de praticiens. Donc, quand on sait d'où ça vient, c'est fort intéressant. Même si vous allez voir dans le Robert, c'est tout simplement cette définition un peu naïve, mais quand même, c'est un guide, un conseiller sage et expérimenté. C'est quelque chose, sage et expérimenté. Vous vous rendez compte? Alors voilà en gros ce qu'on peut voir là-dessus. Le mentorat a été lancé au Québec vers les années 80, dans ces eaux-là, peut-être un petit peu plus tôt, dans le domaine de l'éducation notamment. Et puis ensuite de bien d'autres secteurs aussi. Je pensais au nursing, ça peut se passer au collège, ça peut se passer de façon endroits. Le mentorat, évidemment, a aussi d'autres sous-titres qu'on pourrait aborder. Et c'est très souvent de voir, ça résumerait ce que je viens de vous dire, l'avantage d'un mentorat pour l'élève lui-même ou l'accompagné. Premier avantage, le soutien personnalisé pour une personne expérimentée, une personne en qui on a confiance. Vous voyez déjà, on en parlait tout à l'heure, le lien. Pouvoir bénéficier aussi d'un guide constant qui est là à notre disposition tous les jours, mais quand même, on sait qu'on peut avoir appel à lui et qu'il est là pour nous répondre. C'est un constat fondamental
interpersonnel, un contact interpersonnel, on s'entend. Et un autre avantage aussi, c'est de pouvoir aussi être encouragé, soutenir. Combien de fois il nouveau enseignant, comme on dit en anglais, un down, une fatigue, il a besoin de se raconter. La parole est aidante aussi. C'est un côté psy que j'ai, mais quand même, c'est fondamental d'être là pour entendre une parole aidante, soutenante. Aussi, un autre avantage, surtout pour l'accompagner, c'est du concret aussi. Quelqu'un qui a vraiment toute une expérience derrière lui. Pouvoir aussi être valorisé, soutenu, autre élément intéressant. Voilà, en gros, et on pourrait continuer. Préparation aussi, c'est une aide à la suite du Messie, parfois, qui est assez souvent, malheureusement, parfois, qui peut être très souvent décevant pour certains, pas pour tout le monde. Avantage aussi pour le mentor lui-même, quelqu'un qui accompagne, quelle réponse a-t-il, quel avantage a-t-il? En voici quelques-unes. Apprendre à transférer, à transmettre ses connaissances sans les imposer, j'en ai parlé encore une fois, apprendre à saisir aussi les perceptions des débutants. C'est comme ça qu'on peut mieux les comprendre, mieux les aider. Et enfin, avoir aussi la satisfaction de contribuer au développement de l'identité professionnelle. C'est toujours, comment dirais-je, rassurant, encourageant pour un mentor d'avoir ce feedback, ce retour, évidemment. Alors, il y a d'autres mots qui me reviendraient à l'esprit, nous avons peu de temps, mais on parle aussi de mentorat, c'est le processus lui-même. On parle aussi forcément de coaching, de monitorat, autant de mots que vous retrouvez au dictionnaire si ça vous intéresse, et c'est de la même famille véritablement. C'est toujours l'idée d'aider, d'apporter de l'aide, du soutien et d'établir une relation. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Il y a aussi le fait d'établir un lien entre deux personnes qui vivent, comment dirais-je, une expérience commune. Alors, c'est dans les grandes lignes à peu près ce qu'on pourrait toucher. Il y a aussi à ne pas oublier, c'est, je l'ai à le dire, c'est l'expérimentation de l'entrée dans le métier, c'est aussi un métier en soi. Hein. Comment dirais-je, l'accompagnement est lié à une certaine kyrielle de caractéristiques. Et je pense qu'on ne peut pas les énumérer, elles sont déjà assez faciles à saisir. Voilà, alors je m'arrête là-dessus. Merci, M. Boutin. Nous allons passer à la deuxième partie qui concerne le processus. Donc, la partie 2, Nancy. Si vous avez quelque chose à dire, complétez ce que j'ai dit, pas de gêne. Mais je pense que je vais le retoucher avec les prochains points concernant. Ça va être plus simple comme ça. Vous avez raison, vous avez raison. Exactement. Donc, je vais parler entre autres des caractéristiques de l'accompagnement. Vous les avez effleurées, donc je vais les approfondir un peu. Ensuite, le rôle des acteurs, parce que j'ai mentionné au début que ça ne repose pas sur les épaules de l'accompagnateur uniquement. Et ensuite, on va survoler, parce qu'on n'a pas le temps d'approfondir, toutes les étapes de l'accompagnement. Donc, si je commence avec le premier point, les caractéristiques de l'accompagnement, M. Boutin, vous en avez nommé plusieurs. Peut-être se rappeler pourquoi on fait l'accompagnement. Vous l'avez mentionné aussi, mais c'est une démarche d'accompagnement qui vise entre autres l'autonomie de l'enseignant débutant pour qu'il devienne de plus en plus à l'aise dans sa profession. Donc, c'est important aussi pour celui qui va accompagner ou la personne qui va accompagner de planifier cette démarche, comment se préparer. Non seulement l'accompagnateur lui-même, et peut-être dans une école, s'il y a un programme de mentorat, de porter attention à comment on planifie, comment on organise la formule ou le programme de mentorat. Les caractéristiques d'accompagner un enseignant débutant, donc vous l'avez mentionné, en général, c'est en continuité avec la formation initiale. Vous savez qu'un enseignant, avec le nouveau protocole, le nouveau référentiel des compétences le montre encore plus que c'est vraiment un continuum qui commence en formation initiale et qui se poursuit tout au long de la carrière. Donc, et c'est très important
l'insertion professionnelle parce que c'est souvent un moment dans la carrière où il y a des césures, où il y a des freins, des coupures. J'entends souvent des gens dans le milieu scolaire qui disent « Ouais, mais on essaie de les attraper. Ils sont où, nos enseignants débutants, pour qu'on puisse les prendre déjà dès le départ et les suivre? » Malheureusement, ils n'ont pas toujours des contrats au début à la rentrée scolaire qui vont faire l'année au complet. Dans ces cas-là, c'est toujours plus facile de les soutenir, de les accompagner. Mais la réalité étant différente, donc c'est une des caractéristiques que ça devrait être en continuité, mais c'est enfin le défi que nous avons à surmonter. Et là, je n'entrerai pas non plus dans les détails avec les enseignants qui n'ont pas la formation initiale. Si on ajoute encore plus au défi, c'est pas une continuité avec la formation initiale, donc c'est encore plus exigeant pour les accompagnateurs. Mentionnez aussi que ce n'est pas accompagner un enseignant débutant en continuité de sa formation initiale, c'est différent que l'accompagnement d'un stagiaire. Le stagiaire n'a pas encore terminé sa formation, alors que l'enseignant débutant, il a obtenu son brevet, il a quand même un bagage de connaissances, il ne part pas à zéro. Donc, il faut miser sur ce bagage de connaissances-là pour le faire fructifier si on veut. Donc, les caractéristiques en général aussi, l'enseignant expérimenté, partagent la même profession. Souvent, ils sont dans la même école et souvent, le pairage se fait parmi des enseignants qui enseignent la même discipline, le même secteur, le même ordre d'enseignement. Donc, ça facilite les échanges entre eux en lien avec le travail qu'ils ont accompli. L'enseignant débutant connaît le monde de l'enseignement, mais pas à fond. Il y a plusieurs tâches. Il faut se rappeler qu'ils ne connaissent pas tout. Malheureusement, dans les stages, ils n'ont pas tous l'opportunité de pouvoir faire une rentrée scolaire. On aimerait que nos stagiaires puissent vivre une rentrée scolaire. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Alors, pour eux, c'est un gros défi de faire une entrée scolaire, terminer une année scolaire aussi, puisque les stagiaires sont à une période spécifique de l'année. Il y a plusieurs tâches où ils vont toucher un peu à la préparation des bulletins, par exemple. Ils ne le font pas au complet, ils ne font pas toute la démarche. Le système JPI, il y a plusieurs tâches que l'enseignant fait dans ses fonctions que l'enseignant débutant n'a pas connues dans le cadre de ses stages ni de sa formation universitaire. Donc, c'est des choses à tenir en tête et à planifier dans l'accompagnement qu'on a apporté à ces nouveaux enseignants. Aussi, ce qui serait suggéré, ce serait que l'accompagnement devrait être reconnu et accepté comme étant une philosophie dans l'école et même dans un centre de service scolaire. Montrer que c'est normal d'être accompagné en début de carrière, car c'est nécessaire pour assurer cette continuité et la consolidation du développement des compétences aussi. Quand il y a trop de discontinuité dans les tâches, des tâches de courte durée, c'est difficile de se développer professionnellement, ils sont toujours à recommencer, c'est le sentiment des compétences. Donc, tous les enseignants devraient être accompagnés, même si c'est pour une courte durée. Donc, c'est nécessaire. Il ne faudrait pas que l'accompagnement non plus soit vu comme étant réservé à ceux qui ont des difficultés. C'est pour ça que je dis que ça devrait faire partie de la philosophie, que ce soit normal que tous les enseignants soient accompagnés. Et j'irais jusqu'à dire, même les nouveaux enseignants qui ont peut-être de l'expérience dans une autre école et qui arrivent dans votre école, bien, ils ont besoin d'être accompagnés, intégrés dans le milieu, dans la culture scolaire dans laquelle ils viennent de s'intégrer. Donc, comme vous le savez aussi, c'est très documenté dans les écrits, l'accompagnement dès le début de la carrière a une influence importante sur la persévérance en enseignement, mais aussi sur la qualité de l'enseignement. Donc, et je terminerai avec une autre caractéristique importante à ne pas oublier, que l'accompagnement ne doit pas être confondu avec l'évaluation. Donc, c'est une mesure de soutien et non pas pour évaluer l'enseignant qui débute sa carrière. Donc, c'était parmi les principales caractéristiques pour mon premier point. Le deuxième point, au niveau des rôles de plusieurs personnes, je commencerai avec l'accompagnateur, ensuite l'accompagné, direction d'école, conseiller pédagogique et les pairs, les collègues, qui sont des enseignants aussi. Je vais moins m'attarder sur le rôle de la DIAD, puisqu'elle sera approfondie tout à l'heure par M. Boutin.
Donc, peut-être avant de parler du rôle de l'enseignant accompagnateur, je sais qu'il y a une grande préoccupation sur la sélection des enseignants accompagnateurs. Souvent, c'est des enseignants qui vont être reconnus pour leur expertise en enseignement, leur maîtrise des programmes, des encadrements légaux, les projets qu'ils font dans l'école, leur expertise qui est reconnue, leur professionnalisme, leur dynamisme aussi, des gens qui sont engagés dans les activités de l'école, qui sont aussi reconnus pour avoir des relations humaines de qualité, si on peut dire, et des gens qui sont volontaires, qui ont envie de le faire aussi. Donc, parmi les rôles, on pourrait en élaborer beaucoup. Je vais essayer de résumer les principaux. Entre autres, c'est d'assister la direction dans l'accueil et l'accompagnement du nouvel enseignant. On sait que les directions d'école ont un rôle à jouer, mais elles aussi, comme tout le monde actuellement, on est un peu en tâches alourdies, donc des tâches qui comportent de nombreux défis. Donc, c'est un peu pour la raison pour laquelle notre livre repose, entre autres, sur un accompagnement dans une optique de collaboration et partenariale. Donc, le rôle, c'est de soutenir l'enseignant dans la maîtrise de diverses activités du métier dans les meilleures conditions possibles. M. Boutin l'a mentionné, on va le répéter plusieurs fois, c'est de faciliter ce passage de la transition de l'étudiant qui devient un enseignant à part entière. C'est de l'aider à développer aussi une relation positive dans sa relation, une relation qui est positive et empathique. On a parlé tout à l'heure de relation de confiance. C'est vraiment très important de pouvoir créer une relation de confiance avec son mentoré ou ses mentorés. Pour pouvoir l'accompagner, entre autres, dans les moments qui sont difficiles. Donc, il y a plusieurs types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement pédagogique, psychologique est très important aussi. Et aussi de pouvoir compter sur la collaboration des autres collègues de l'école, des autres membres de l'équipe école pour soutenir l'intégration professionnelle du nouvel enseignant. L'enseignant qui veut accompagner aussi devra avoir un temps aussi pour se préparer à jouer ce rôle. Il y a déjà des qualités, des compétences, mais il y en a d'autres qui devraient consolider aussi parce qu'enseigner à ses élèves et accompagner quelqu'un, ça ne fait pas toujours appel aux mêmes compétences, donc des compétences en accompagnement. Donc, l'idée, on a parlé tout à l'heure de l'idée de transmettre ses connaissances, son expérience. La plupart des enseignants expérimentés ont cette envie de transmettre, de donner aux suivants. Donc, c'est une préoccupation, une qualité qui est vraiment une motivation qui est intéressante, mais il existe aussi d'autres aspects à tenir compte si on veut bien accompagner un enseignant débutant. D'abord, c'est un guide, on l'a mentionné, quelqu'un en qui on a confiance, mais être un facilitateur aussi de son adaptation. L'adaptation à son nouvel environnement. Un environnement qui comporte une culture, des us et coutumes qu'il y a dans une école qui ne sont pas les mêmes dans une autre école. Donc, c'est de faciliter son intégration d'abord à son environnement de travail. Aussi, sur le plan pédagogique, les enseignants débutants ont besoin d'être rassurés dans leur choix et les décisions qu'ils ont à prendre. Ils ont souvent un sentiment d'insécurité, parfois d'incompétence, qu'ils ont besoin beaucoup d'être rassurés, d'avoir quelqu'un qui les aide à prendre confiance en leurs forces et en leurs capacités. Quelqu'un qui les encourage aussi à foncer, à aller de l'avant, approfondir ou expérimenter des nouvelles approches pédagogiques, des nouvelles pratiques. L'aider à prendre sa place dans l'école, à savoir comment répondre aux demandes administratives qui sont moins vues lors de la formation. Et peut-être dans les stages, elles sont effleurées, mais on n'a pas pu les approfondir faute de temps parce que les stages ont des durées qui varient. Donc, ils ne sont pas en stage pendant une année au complet. Donc, ils ont besoin aussi beaucoup d'encouragement à bien faire leur travail, mettre l'accent sur le positif, parce que parfois, les enseignants qui commencent, bon, certains ont tendance à peut-être voir ce qui ne va pas, mais ils oublient tout ce qui va bien aussi. De les encourager, les féliciter pour leur réalisation, leur force et leur réussite. Je vais survoler quelques aptitudes ou attitudes particulières qui seraient importantes à développer ou à consolider chez les enseignants accompagnateurs. Entre autres, qu'ils aient une bonne connaissance du contexte d'intervention, de bien comprendre ce qui se passe dans l'école, dans le quartier, connaissance des élèves, du milieu,
Être aussi familier avec la démarche d'analyse de pratique. Si on veut améliorer ces pratiques, il faut d'abord les analyser pour en voir les avantages et les limites. Connaître des stratégies d'accompagnement, comment tenir un entretien, comment écouter, comment communiquer, des aptitudes à résoudre des problèmes, observer, donner de la rétroaction. Un autre aspect très important, c'est faire preuve d'un sens de l'éthique. L'aspect de la relation, c'est une relation de confiance basée sur la discrétion, la confidentialité, dans une optique toujours de soutien et non pas d'évaluation, encore une fois. Donc, de respecter le nouvel enseignant des confidences qu'il nous fait dans sa démarche aussi, en tenant compte de ses caractéristiques personnelles, ses forces professionnelles et aussi les conditions dans lesquelles il est, c'est quoi les conditions dans son groupe de classe, c'est quoi sa tâche aussi, en tenir compte. Donc, ce qui amène l'enseignant accompagnateur au niveau de la communication, si on veut développer une relation qui est positive, donc il faut savoir aussi entrer en contact avec l'enseignant débutant, être à son écoute aussi, de savoir le questionner, le faire verbaliser, essayer de connaître aussi quels sont ses besoins par ses questionnements, son observation aussi. Avoir un esprit positif, un sens de l'humour aussi, voir les bons côtés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les défis ni les choses qu'il faut améliorer. Donc, on propose, je ne l'effleurerai pas toutes les possibilités, mais de se préparer. Donc, ça demande quand même une préparation pour le passage de la posture de l'enseignant à celui qui devient un accompagnateur. Ce n'est pas si simple que ça non plus. Donc, ça implique aussi de poursuivre une formation continue, de se poser des questions. Pourquoi on veut devenir un enseignant accompagnateur? Quel but on vise? Qu'est-ce qu'on attend aussi de l'enseignant qu'on va accompagner? Donc, ça demande aussi un souci de se remettre en question sur nos pratiques, de s'améliorer, d'apprendre à soutenir l'autre, de jouer un rôle d'intervenant qui est bienveillant, développer aussi sa capacité à collaborer. Donc, c'est de questionner sur ses compétences, ses qualités personnelles, professionnelles, comment on intervient, quelles sont nos limites aussi. Tout ça pour dire qu'on a beau avoir une motivation et une envie, des qualités personnelles et professionnelles, il y a quand même des aspects qui peuvent être des outils qui peuvent être mis à notre disposition, des outils d'intervention, des méthodes que nous allons vous parler un petit peu plus loin, quelques-uns, et il en existe d'autres évidemment. Aussi, se fixer des buts réalistes avec quelques objectifs clairs et précis. Encore une fois, je veux rassurer les enseignants accompagnateurs, tout ne repose pas sur vos épaules. Et dans notre livre aussi, on avait laissé un espace pour parler de la reconnaissance du statut de l'enseignant accompagnateur. Donc, c'est important aussi de voir quelles sont les attentes envers les enseignants accompagnateurs, quelles sont les conditions qui sont mises à sa disposition pour qu'ils puissent jouer son rôle. Donc, c'est très important et de plus en plus, les milieux scolaires se sont mobilisés, ont mis en place des formations. Les conseillers pédagogiques rencontrent les enseignants accompagnateurs pour les accompagner, les aider à se préparer. Et même, il y a des groupes de travail durant toute l'année pour qu'ils puissent discuter ensemble des défis qu'ils rencontrent et pouvoir se soutenir en tant qu'enseignants accompagnateurs. Et aussi, on a vu dernièrement avec la signature des nouvelles conventions collectives que il y aura un statut particulier aussi qui sera reconnu. On pourra y reparler un petit peu plus tard, peut-être dans les discussions. Maintenant, le rôle de la compagnie. Donc, la compagnie va passer, l'enseignant débutant va passer par par un processus qui va passer peut-être d'une dépendance, peut-être au mentor, vers une codépendance, une interdépendance, mais toujours se rappeler qu'on vise son autonomie. Et on lui attribue une part importante dans l'établissement d'une bonne relation mentorale. Premièrement, son rôle, c'est de s'engager dans cette démarche. On demande une participation active. Il doit y croire. Il doit se soucier de son développement professionnel, d'avoir envie d'apprendre, de s'améliorer, d'améliorer, questionner ses pratiques aussi. On attend de lui aussi qu'il ait une attitude proactive, pas toujours être en attente par rapport à son mentor ou que son mentor lui apporte toujours des solutions.
Donc, c'est à lui aussi de prendre des initiatives, de trouver des outils, des moyens d'améliorer son enseignement, de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre. C'est à lui aussi de s'ouvrir aux critiques et aux suggestions, qu'il soit capable de formuler ses questions, de faire des demandes d'aide, demander des conseils aussi, et de développer une pensée critique par rapport à sa pratique. Donc, toute la démarche réflexive que l'enseignant accompagnateur souvent aura effectuée avec son ou ses mentorés selon les circonstances. Donc, c'est à lui que la responsabilité de sa formation continue, d'exprimer ses besoins, d'analyser ses pratiques, de montrer aussi sa capacité à réinvestir dans sa tâche les apprentissages ou les connaissances qu'il a développées avec son accompagné ou encore par les formations qu'il aura suivies. On pourrait en nommer encore, mais en fait, si on résume, c'est qu'il soit engagé de la part de l'accompagné et de mettre tout en œuvre pour faciliter l'apprentissage de ses élèves, puisqu'il est là pour faire apprendre ses élèves. Maintenant, brièvement, au niveau de la direction d'école a un rôle, vous comprendrez, immensément important. Donc, d'abord, il doit accorder une importance à l'accompagnement au niveau de son école. De mettre les conditions en place, bien sûr, un budget, mais des conditions pour que les accompagnateurs et les accompagnés puissent, entre autres, avoir des moments pour se rencontrer. Donc, de favoriser la mise en place de dispositifs. On parle beaucoup d'accompagnement présentement, mais il y a d'autres types de dispositifs de soutien qui peuvent être mis en place dans une école et de veiller à leur réalisation. Aussi, de solliciter des mentors, des enseignants accompagnateurs pour les inciter à accompagner des nouveaux et de les soutenir, leur donner des conditions facilitantes, de voir au pairage entre les dyades, d'accueillir les nouveaux enseignants, de les informer. Vous savez, ils ont beaucoup besoin d'être assurés, non seulement par l'accompagnateur, par tout le monde, mais surtout la direction d'école, qui a un rôle vraiment important pour les nouveaux. Donc, les accueillir, ça ne veut pas dire simplement remettre une trousse d'accueil. Donc, on les accueille et non seulement à une séance d'accueil, c'est bien avoir une ouverture tout au long de l'année. Aussi, sur le site du SNP, il y a beaucoup d'exemples de trousses d'accueil qui sont disponibles pour ceux qui veulent en développer dans leur milieu. Donc, d'établir une relation d'ouverture, de confiance avec les novices, de clarifier les attentes aussi, de veiller à leur développement professionnel, de leur proposer des formations et peut-être aussi de mettre en œuvre un comité d'insertion professionnelle qui pourrait aider la direction, l'enseignant accompagnateur, le conseiller pédagogique, donc d'être en équipe pour réfléchir à des dispositifs pour accueillir et soutenir tout au long de l'année. Et peu importe la formule, ce qui est important, c'est aussi d'évaluer les retombées, d'en faire un bilan à la fin de l'année. Pour les conseillers pédagogiques maintenant, je pense que les conseillers pédagogiques, quand ils sont reconnus pour être des personnes ressources en lien avec le développement professionnel des enseignants, qu'ils soient des enseignants expérimentés ou les novices, ce sont des agents de changement aussi qui sont toujours à jour sur les nouvelles connaissances, qui font de leur action surtout sur les données issues de la recherche. Et de plus en plus, on a la chance d'avoir dans les milieux des conseillers pédagogiques en insertion professionnelle, donc ils sont dédiés comme personnes ressources pour l'accueil, le soutien des enseignants débutants, des accompagnateurs aussi, de voir à divers dispositifs de soutien et d'accompagnement. Donc, c'est des personnes clés dans le dossier de l'insertion professionnelle. Dernier acteur, à ne pas négliger les pairs aussi, l'équipe école, donc de collaborer aussi, accueillir les nouveaux, pas seulement lors de la séance d'accueil ou des premières journées pédagogiques, mais bien que ça fasse partie du quotidien, d'être ouvert à la communication, d'offrir son aide, de rompre l'isolement. Parfois, il y a des enseignants débutants qui ont tendance à s'isoler, donc peut-être les saluer, d'aller voir si tout va bien et de collaborer avec le mentor dans l'accompagnement des enseignants débutants parce que chaque personne a ses forces. Peut-être que des collègues qui ont des forces, développer des projets qui pourraient être intéressants à présenter au nouveau dans l'école. Madame Dufour, je me permets de vous signaler qu'il est 16h20. Alors, simplement, Donc, je tenais juste vous le dire, là, vous savez
comment organiser la suite. Parfait. Merci, Nancy. Alors, maintenant, c'était un peu le rôle des acteurs. Maintenant, au niveau des étapes d'accompagnement, ben, j'ai parlé beaucoup de l'accueil tout à l'heure. Je vais y aller rapidement. Donc, l'accueil, il y a plusieurs façons d'accueillir. Évidemment, il y a des enseignants débutants qui arrivent à tout moment de l'année. Peut-être une piste qui pourrait être intéressante, c'est d'accueillir ces gens-là peut-être avant la rentrée officielle avec les enseignants pour qu'ils puissent aller s'installer, voir l'installation, l'environnement physique, des détails comme on parle beaucoup du photocopieur, les codes d'accès, donc régler plein de petites choses qui pourraient être faites avant d'arriver les journées officielles pour que ces enseignants débutants puissent participer avec tout le monde aux activités de la rentrée comme les autres membres de l'équipe école. Donc, on va y revenir plus tard au niveau de la DIAD aussi. Il y a un déroulement, il y a une préparation à faire. Durant l'année scolaire aussi, il y a des mouvements pour l'accompagnement. Il y a des outils aussi qui sont disponibles sur le site du SNP. Les grands moments de l'année, la ligne du temps, des actions, le pense-bête, donc les bulletins. Il y a des rituels dans l'année scolaire où il faut porter attention pour accompagner les enseignants débutants. Et encore une fois, toujours faire un bilan, boucler la boucle avec nos accompagnateurs quand vient le temps de se quitter, soit parce que c'est la fin de l'année ou la fin d'un contrat. Donc, en gros, l'accompagnement devrait faire partie de l'école. Tout le monde devrait faire partie de l'intégration des nouveaux enseignants. Et je laisse maintenant M. Boutin à l'autre partie. Si vous avez des choses à rajouter, vous allez pouvoir le mentionner également, mais vous allez vous concentrer un petit peu plus sur la troisième partie qui est la relation entre l'accompagnateur et la compagnie. Donc, vous allez nous présenter un peu la part de chacun, les différents styles, les modalités et les styles d'accompagnement, certaines caractéristiques et peut-être les dimensions aussi de l'accompagnement. On a parlé des dimensions, entre autres, socio-affectives, pédagogiques et sociales. Ensuite, il nous restera une petite portion sur des outils et on aura une place à la discussion. Merci. Voilà. Je peux y aller? Oui, tout à fait. Alors voilà, je pense qu'il y a forcément quelques répétitions dans notre discours parce que c'est toujours le fait, tout ça est très, comment dirais-je, très, très près, chaque élément, comment dirais-je, se situe presque dans l'autre. Il y a quand même un point, en vous écoutant tout à l'heure, il y a un point qui est très intéressant parce qu'on arrive justement là, la relation entre l'accompagnateur et l'accompagné. Alors jusqu'ici, on a parlé beaucoup de plein de choses fonctionnelles et tout, mais puisqu'on parle de relations, on va parler quand même dans un premier temps, qui sont-ils ou qui sont-elles ces deux personnes? Alors, je vais faire un petit rappel rapidement. Premier point, ce sont deux personnes d'inégales capacités, entre guillemets, donc deux niveaux, une qui a de l'expérience, parfois assez longuement, et quelqu'un qui démarre jusqu'à un certain point. Je peux aussi que cette personne ait démarré dans d'autres domaines, mais quand même, ça vaut la peine de s'arrêter là-dessus. Il y a aussi un deuxième point, ce sont deux personnes qui sont réunies autour d'un projet, pardon. Et ce projet-là, c'est la réussite de la personne qui démarre dans une profession complexe, comme on vient de le dire. Un troisième élément, leur relation se situe dans un contexte commun. C'est-à-dire, c'est toujours l'école, c'est le contexte scolaire, etc. Ça peut être la médecine, n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça s'applique à divers courants, à divers domaines, j'entends. Et puis enfin, un point qui m'intéresse énormément, c'est la relation qui se voit dans le temps. On sait très bien que ça ne dure pas éternellement. Vous l'avez effleuré un peu tout à l'heure, ma chère collègue, mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter. On prépare aussi le départ. Pas dès le départ, parce qu'il sera embêtant dès le début, ça sera un peu décourageant, mais c'est possible vraiment de ne pas rompre abruptement. Et puis, inévitablement, un autre point qui sera le dernier, s'engager dans une démarche qui les engage tous les deux. J'ai fait allusion il y a un instant. Effectivement, il faut avoir partagé des points communs, avoir des points d'ancrage qui nous touchent, sinon, cette collaboration-là n'aurait pas grand sens. Alors, la relation,
La relation, c'est que forcément, on se situe dans un processus de développement, de déroulement qui est exigeant et pour l'un et pour l'autre. Mais surtout pour la personne qui démarre, qui découvre un monde jusqu'à un certain point, il faut faire attention là-dessus. Quand on dit un monde, ils connaissent déjà l'école pour l'avoir, comment dirais-je, visité et même y avoir travaillé, mais à titre de, comment dire, de responsable, c'est autre chose. Alors, j'ai ramassé quelques éléments qui peuvent être intéressants. Intéressant, bien sûr, c'est que sur des dimensions qu'on retrouve dans la littérature aussi, il y a 3 grandes dimensions. Une première dimension, quand on parle toujours de la relation entre 2 personnes, on ne reviendra pas là-dessus sans arrêt. Première définition, c'est la dimension humaine, la dimension socio-affective, comme on dit. C'est-à-dire qu'ici, si c'est une personne, je viens de te dire, qui a de l'expérience, d'autres en ont un peu moins, mais parfois 2 univers qui ne se rejoignent pas de facto, on s'entend. Il n'existe pas non plus de lien absolu avec eux au départ. Il faut construire ce lien-là. Il faut aller dans le sens de collaboration aussi. Ça a été un peu effleuré tout à l'heure. Alors, et puis, bien sûr, l'accompagnateur doit, comment dirais-je, porter une attention particulière aux préoccupations de son accompagné. Le jeune qui arrive est un peu parfois, comment dirais-je, un peu mal à l'aise devant quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, etc., etc. Il faut que l'accompagnateur, soit attentif à ça, l'attitude de l'arrivant, entre guillemets. Alors, et puis cette relation-là, elle n'est pas neutre non plus. Elle constitue une expérience singulière pour le jeune arrivé. Et ça veut dire aussi en termes clairs qu'il y a une disponibilité de l'accompagnateur qui doit être là. Une disponibilité affective envers l'accompagnateur, avoir une écoute, être capable d'entendre, d'écouter, et pas de faire uniquement des sermons, entre guillemets. Ça, c'est trop facile, évidemment. Donc, ce sont des sentiments sur le plan affectif qu'on ne faut pas, on est porté parfois à le négliger parce qu'on va tout de suite à ce qui est de la ponctualité, des compétences à accomplir, etc. Je pense qu'il faut travailler aussi du côté de la personne, des personnes qui se rencontrent. Alors, on peut parler aussi d'une philosophie de l'aide. Je trouve cette expression très belle. C'est Bayoquez dont je parlais tout à l'heure, une collègue française avec laquelle je travaillé à plusieurs reprises. C'est de se dire véritablement, il y a une pensée à développer de ce côté-là. Je pense que ça, c'est la notion de confiance. Vous l'avez effleuré un peu, France, tout à l'heure. C'est fondamental. Dans la relation interpersonnelle, si on n'a pas confiance en l'autre, on passe à côté de la plaque, comme on dit vulgairement. Alors, comme toute relation humaine, je pense que l'accompagnement se retrouve dans un véhicule particulier, qui est vécu de façon différente par l'une et l'autre personne. Autre chose d'important, chacun a sa conception de l'autre, c'est normal, mais il faut y revenir. Alors, c'est une dimension qui est importante, plus importante qu'on le croit. Il y a une autre dimension aussi qui n'est pas la moindre, c'est la dimension pédagogique. Alors, ce que je veux dire par là, quand on parle de dimension pédagogique, c'est que ça offre une place importante, c'est d'offrir une place importante à la relation côté pédagogique. C'est-à-dire voir un peu que le nouvel enseignant, il a quoi en tête comme pédagogie? Pense-t-il à une pédagogie très, comment dirais-je, très déterminée, quelqu'un d'autre qui est plus côté humaniste, qui va aller faire chercher la construction plutôt de la façon dont il voit le travail des élèves, le travail auprès des élèves. Il y a un risque aussi réel, que je ne veux pas oublier, c'est le côté de modélisation. Le danger pour l'accompagnateur, c'est de vouloir faire un autre lui-même par le jeune ou la jeune qui arrive. C'est une erreur grave aussi, forcément. Il faut laisser à l'autre le soin d'être lui-même et d'entendre aussi, d'écouter, de voir un peu, mais qu'est-ce que vous voyez véritablement? Quelle conception avez-vous de l'enfance? Quelle conception avez-vous des parents? On en parle rarement, par exemple. Le travail auprès des parents, la relation parents-enfants et tout. C'est un point c'est un de mes domaines de recherche. Et je trouve ça un peu triste quand même que la relation école-famille ne soit pas assez explorée.
parce que ce n'est pas tout d'aller chercher une note ou un commentaire sur l'élève, il y a aussi de se demander comment ça se passe entre l'école, la famille et la société, quelque part. Je n'irai pas trop loin de ce côté-là, c'est un autre sujet, mais quand même. Alors, il revient donc à l'accompagnateur établi, bien sûr, d'établir un dialogue entre lui et le nouvel arrivant. Ça, c'est, quand on dit dialogue, ça veut dire une continuité, prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps aussi de comprendre aussi qu'on ne sera pas toujours bien accueilli si on agit de telle façon. C'est très interactif, tout ça. Et enfin, ce serait le troisième point sur lequel je me insister, c'est la dimension sociale. Le nouvel enseignant se prépare à un métier qu'il a pratiqué un peu par la bande, mais quand même, c'est autre chose, je le répète. C'est un processus dans lequel le nouvel enseignant intérieur, je prends la peine de le dire, la culture spécifique de la profession sur le plan des valeurs, des connaissances, des comportements. Ces trois éléments sont très importants. La socialisation du nouvel enseignant. Certains arrivent dans ce monde tout à fait, comment dire, et c'est normal, ils ne sont pas au courant de l'environnement de l'école, de ce que c'est que cette réalité-là. Ça concerne tout à fait l'accompagnateur qui doit présenter le monde pédagogique à son nouvel enseignant. Présenter le monde pédagogique ou l'éducation, c'est tout un art aussi. Il faut avoir déjà fait un bout de chemin devant soi et avoir une pensée là-dessus. Ça concerne aussi, bien sûr, la construction d'un sentiment d'appartenance. Comment dirais-je, à une identité professionnelle. C'est un point sur lequel nous avons beaucoup débattu, vous et moi, hein, de se dire qu'est-ce qu'on veut dire exactement, qu'est-ce qu'on veut dire, identité professionnelle, ça veut dire quoi? Devenir un enseignant qui se tienne et qui ait quelque chose à dire. Moi, parfois, je suis un peu embêté, puisque nous sommes entre nous. Il y a une chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut se méfier de tout ça aussi, de se dire, on a un schéma de l'excellent professeur, le parfait, etc., etc., etc. Eh bien là, ça n'existe pas. C'est un mythe, c'est une construction. On est toujours en train de tenter de se parfaire, mais de vouloir demander au nouvel enseignant d'être parfait en tout, d'avoir toutes les compétences étiquetées au tableau, c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut arrondir un peu les angles et être souple de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il y a bien des gens qui le comprennent et qui l'ont compris même bien avant moi. Alors, comme toute relation humaine, ça se retrouve dans un vécu particulier. Chacun a son vécu et c'est une... Très souvent, accompagnateurs vont se faire des confidences, par exemple. Ils vont rester un peu de leur vie, etc. Là aussi, il faut être très attentif de ne pas être trop lourd pour raconter son passé à quelqu'un qui démarre. C'est des choses que j'ai dit au passage, on en parlera sûrement dans le débat tout à l'heure. La part d'accompagner aussi, France Labille soulignait tout à l'heure, c'est bien sûr, c'est fondamental que la compagnie s'agite, entre guillemets, qu'il apporte sa quote-part. Et c'est ça qui est encourageant pour un accompagnateur. Et je l'ai entendu assez souvent de dire, voici, je suis un jeune ou une jeune qui est déterminée, qui a quelque chose à dire, qui me fait des propositions, qui me fait apprendre des choses, qui me rajeunit, pour ainsi dire. Ça, et qui me rafraîchit le cerveau. C'est assez intéressant comme commentaire. Alors, il revient à l'accompagnateur, bien sûr, je le répète, d'entretenir cette démarche. Je pense que ça va de soi. Et enfin, un autre petit point sur lequel j'insisterai avant de terminer, c'est qu'il y a donc différents modèles d'accompagnateurs aussi. Il y a des gens qui ont une culture très directive. Ils vont plutôt imposer à l'autre ce qui leur paraît juste. Donc, ils donnent des conseils, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Ça, c'est le style directif, un peu barbant sur les bords. Parce que c'est quelqu'un qui a toutes les réponses. C'est très embêtant, quelqu'un qui a toutes les réponses sur le goût. Alors, ça nous limite quelque peu. Alors, et à l'opposé, et ça vous rappellera des cours de psychologie, c'est la non-directivité. Là, c'est quelqu'un qui laisse aller, qui n'ose pas trop se prononcer, qui n'ose même pas dire grand-chose, qui se met admiratif d'accompagner au point où il n'y a plus rien à lui enseigner ni à lui apprendre. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Mais ça, c'est une position extrême.
Elle n'est pas si courante qu'on le pense. Et puis au centre, comme toujours, on va trouver une approche intermédiaire où l'accompagnateur et l'accompagné essaient de travailler ensemble autour de ce projet dont je parlais au tout début. Ça, c'est le point important. Il y a donc une question de partage. Je prends la peine de prendre des mots. Le partage, la pratique, le respect de l'autre. Tout ça, c'est fondamental. Et souci, et partir de ce qui a été souligné tout à l'heure aussi, le recadrage, être capable de voir, de dire les vraies choses. Et ma collègue l'a souligné tout à l'heure, il ne faut pas non plus croire qu'on a une réponse dans un sujet dans l'autre. C'est plutôt quand c'est intermédiaire, ça veut dire qu'on va aller chercher dans chacun des modèles ce qui nous convient, ce qui convient à l'autre également. Donc c'est faire non pas un mélange farfelu, mais d'aller voir qu'est-ce que je peux prendre d'important et d'intéressant dans un mode, même dans un domaine qui serait peut-être plus structurant. J'ai besoin aussi de dire les vraies choses. Si par exemple un accompagné se conduit de façon absolument irrecevable, etc., c'est bon de lui montrer un peu la ligne. C'est le côté, le menteur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui accompagne l'autre, mais pas de façon, comment dirais-je, béate et insignifiante. C'est quelqu'un qui établit un dialogue, qui ne fait pas la leçon, puis qui est capable d'en prendre sur un certain point. Et puis, il y a un cycle aussi assez intéressant, c'est ce troisième cycle dont je viens de parler, c'est celui qui est le plus près de ce que nous avons débattu dans notre livre. Je pense que je serais d'accord avec ça. C'est on essaie de trouver un moyen terme qui soit ni trop poussé d'un côté, ni trop poussé de l'autre. En définitive, c'est une communication réelle entre les acteurs, une communication bien sûr autour d'un objet qui nous intéresse l'un et l'autre. Alors, je pense que ce serait utopique, si j'insiste là-dessus, de croire que ce modèle auquel on tente d'arriver soit au point si parfait qu'on ne puisse pas l'aménager. Il y a toujours un immense travail à faire, à la fois sur notre travail personnel d'intervenant, et puis sur le contexte sur lequel on doit aussi apporter une amélioration jusqu'à un certain point. Et j'insisterai, avant qu'on aille au travail du côté des outils, j'insisterai sur un point aussi qui me tient tout à fait à cœur, c'est de se dire cette relation-là, elle est fondamentale, elle est au centre même de la démarche d'accompagnement. C'est justement la relation qui permet d'accompagner l'autre et de s'accompagner aussi jusqu'à un certain point. Ça a l'air un peu curieux d'employer ce mot-là, on s'en sert dans le livre. S'accompagner, c'est-à-dire se prendre en main, voir un peu le pour et le contre, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. Ce n'est pas du, comment dirais-je, trop difficile, on doit très souvent se remettre en cause. Et surtout quand on a un encadrement à faire, et on le sait aussi, nous, à l'université, même dans des directions de thèse, de mémoire, etc., on doit apprendre et apprendre chaque jour à ce que tenter le meilleur, quoi, chez un certain point. Et voilà, je termine là-dessus. France, je faisais juste quelques petites notes peut-être, au passage. Le On a temps tellement débattu pendant tant d'années Oui. qu'on finit par se compléter. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, M. Boutin, je pense qu'on va avoir des choix à faire puisqu'il nous reste, on serait presque rendu vers la fin si on veut laisser du temps pour échanger avec les participants. Peut-être glisser un mot rapidement, puis ensuite je vous laisserai faire la conclusion si vous voulez bien. Peut-être nommer quelques outils qui sont disponibles. Oui, c'est intéressant parce que il y en a peut-être deux là. Deux. Mais je prends un, j'en prenais un, d'accord? Oui, allez-y. Alors, le premier, c'est l'entretien de recherche. On en parle notamment. L'entretien d'accompagnement, si on peut dire. J'ai pris la peine d'ailleurs d'énumérer, c'est un peu mon dada aussi, l'instruction, pardon, ça va. Alors, ça veut donc dire quelque part que l'entretien d'accompagnement, c'est le premier contact qu'on a avec notre accompagné. Donc, ça vaut la peine de s'y arrêter. Qu'est-ce qu'on fait au début quand on le rencontre? D'abord, ne pas commencer à lui faire la leçon. Non, mine de rien. Mais de voir un petit peu, d'aller du côté plutôt psychosocial, de voir un peu, là je commence à niveau, on avait compris, mais plus que ça, voir un peu comment vois-tu ce qui t'attend devant toi, etc. Laisser une porte ouverte, je pense que ça, c'est très intéressant. Arriver, il s'agit par exemple d'un accompagnement, permettre à l'autre de s'exprimer avant de parler trop. Ça, c'est un point intéressant. Ça constitue un socle
de démarrage. Parce que si on a déjà établi cette rencontre-là, on est content de se rencontrer, de dire, tiens, je sais mon mentor, on peut débattre, on peut dire des choses. Ça, c'est intéressant. Ça revêt une forme aussi individuelle de communication. On peut enfin communiquer avec quelqu'un qui nous écoute. Alors, si cette personne ne nous écoute pas, c'est bien embêtant, parce qu'on s'attendrait à tout le contraire. Bon, avec un peu d'ironie au passage. Il revêt aussi une forme individuelle. Individuelle de communication. Je suis obligé de changer. Je ne suis plus avec un collègue à l'université, mais avec un prof d'université qui a pris un peu d'expérience. Donc, comment je vais me mettre en face de lui? Pour certains, c'est un peu gênant. Il faudrait que l'accompagnateur comprenne que ce jeune qui est devant lui, ce n'est pas une projection qu'il a faire, ce n'est pas mon fils, hein, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui entre dans celui-ci. Ça, c'est des choses qu'on pourrait explorer, malheureusement, le temps nous manque. Il s'inscrit aussi dans un élément intéressant de continuité. Cet entretien-là, il va nous permettre, on pourra la reprendre. On continuera. Il y a une théorie à la base de tout ça qui est important. L'entretien, c'est une rencontre qu'on a attendue parfois, et une rencontre qui peut nous décevoir cruellement. Donc, ça joue à deux niveaux, évidemment. Alors, ça peut se répartir sur plusieurs mois, etc. Donc, enfin, et je pense qu'il n'y a rien de mieux à ce moment-là. Une suggestion que je vous fais à ceux qui sont dans le domaine, c'est de faire le tour de ces outils-là. Il y a un Kyriel, il y a l'étude de cas aussi qui est très intéressant. Je sais pas, mais dans d'autres bouquins, on ne fait pas d'article. Vous avez tout ça avec des fiches, etc. France, il faut le dire quand même. Hein. Il y a une dimension très, très concrète. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Je vais aller rapidement, étant donné qu'on manque un peu de temps. On propose aussi une entente d'accompagnement. Ce n'est pas un contrat formel figé dans le béton. C'est vraiment une entente pour clarifier les rôles de chacun. Quelles sont les attentes? C'est quoi les objectifs que l'enseignant débutant veut poursuivre? L'aider à répondre à ses besoins. Et l'autre, je mettrais quelques secondes pour le journal réflexif, qui peut être un journal partagé dans la dyade, ou ça peut être seulement l'accompagnateur qui fait son journal ou l'accompagné, pour garder des traces de la relation aussi, voir l'évolution. On ne peut pas prendre tous les objectifs à la fois, puis donc c'est de prioriser, cibler, se donner des moyens, puis ensuite de voir son évolution, comment ça se passe, voir les améliorations. Bref, il y a plusieurs façons d'accompagner. Il existe des outils, il y a l'accompagnement, on a parlé beaucoup de la relation, avec un enseignant accompagné, un accompagnateur, pardon. Mais aussi, ça peut être en sous-groupe, faire des groupes de discussion avec un groupe d'enseignants expérimentés, des enseignants débutants. C'est très porteur, ça aussi, sur des thématiques qui répondent à leurs besoins. Et je terminerai en disant que, en autant que pour répondre aux besoins d'enseignants débutants, il faut que ce soit lié à la pratique, lié à l'acte d'enseigner. Comment on planifie, comment on évalue, parce que sinon, moi, j'ai déjà entendu dire des enseignants débutants qui disent « on m'offre des formations, on m'offre plein de choses, mais je n'ai pas le temps ». Donc, autant que ce soit vraiment directement lié à la tâche, comme ça, ils n'auront pas l'impression de perdre leur temps et que ce sera bénéfique non seulement pour l'enseignant débutant, mais aussi pour les élèves. Alors, je m'arrêterai tout de suite, étant donné qu'on veut laisser, si vous avez peut-être un mot pour la conclusion, M. Boutin. Oui, très rapide, très rapide. Alors, tout simplement, ce sont des souhaits que nous avons exprimés souvent, on va les reprendre très rapidement. D'abord, poursuivre sur la lancée actuelle, parce qu'on sait qu'il y a déjà des programmes en marche et tout. Alors, ceux qui nous écoutent au ministère de l'Éducation, par exemple, on leur demande, mais je crois qu'ils sont déjà lancés là-dedans, de voir vraiment poursuivre, ne pas s'arrêter comme on l'a fait dans les années 20, disait mon grand-père. Alors, voici autre chose. Un autre point aussi, poursuivre la recherche. Ça, c'est très important aussi, de donner le temps et l'aide nécessaire de ce côté-là. C'est un processus continu, la recherche aussi. C'est comme ça qu'on peut avancer, et non pas par des moments d'aller-retour. Et enfin, assurer aussi, comment dirais-je, l'encadrement de ces projets quand ils seront en place, et non pas les laisser péricliter. Ça a l'air un peu pédale, mais quand même, le côté positif que nous pouvons, il y en a énormément,
c'est de garder toujours en tête, encore une fois, l'idée que nous avons lancée, qui n'est pas facile à le faire, comment dirais-je, de voir l'accompagnement comme une source de formation, d'information, de bonheur chez un certain point dans le contexte d'enseignement. Voilà, merci. On attend vos questions. Oui, comme vous l'avez dit, le plaisir d'enseigner, hein? Propager le plaisir d'enseigner. Voilà, absolument. Il ne faut pas le valoriser perdre. cette belle profession aussi. Un Merci. immense merci, Madame Dufour, Monsieur Boutin. Alors, effectivement, la parole est à vous. Je crois que ce serait un bon moment pour profiter des questions. Vous êtes habitués au Zoom, alors on va prendre la parole en levant la main, s'il vous plaît. C'est toujours de casser la glace, hein? C'est ça qui est… Ah, c'est classique, ça. On est entre nous, gênez-vous pas, allez-y, commentaires, questions. Préoccupations aussi. Commentaires, oui. Je sais qu'il y a des acteurs dont on n'a pas parlé, hein? Il y a toutes les ressources humaines, les ressources éducatives aussi, comment travailler ensemble pour que ça atterrisse sur le terrain. Je sais que vous avez des grandes préoccupations aussi. Oui, allons-y. Oui, on a quelques mains. On a d'abord Madame Manon Paquet. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Enfin, moi, je vous entends. Oui. Moi, je suis assez vieille pour pouvoir vous dire que quand j'ai commencé ma carrière, quand on était un nouvel enseignant, on devait faire une probation, on avait un mentor qui était assigné. Ma question, peut-être que vous ne pourrez pas répondre, mais dans le début de la conférence, vous sembliez dire que c'était une formule gagnante. Donc, je me demandais pourquoi que cette façon de faire-là était tombée à l'eau. Si on sait d'emblée que le nouvel enseignant, quand il y a un mentor qui lui est attitré, ça se trouve être une formule gagnante. Peut-être que vous ne pouvez pas me répondre parce que vous ne savez, l'information n'existe pas, mais… Non, moi, je peux très bien vous répondre. OK. J'ai comme un peu l'impression qu'on suggère de retourner à ce qui se faisait. Puis je me dis, est-ce que ce qu'on faisait avant, on a jeté ça à l'eau trop rapidement? Donc, c'est un peu le sens de ma question. Alors, j'aimerais intervenir là-dessus parce que je travaille avec une personne qui a connu cette époque. Alors, vous voyez, je n'ai pas si âgé que ça. Alors, et le point fondamental, c'est que justement, elle regrette que ça a été abandonné, cette façon de faire. Donc, c'est le passé, on s'entend, mais peut-être c'est partir d'une chose, un commentaire, je ne pourrais pas répondre non plus, mais il y a une chose que je pourrais souligner, c'est qu'en éducation, en pédagogie, dans bien des domaines, on laisse tomber parfois des choses, on les reprend beaucoup plus tard. On a tous ça, on vient encore. Alors, ça donne quand même un petit signal au passage. Ça permet de réfléchir un peu, de se dire, peut-être qu'après tout, je pense même qu'en France, moi, j'ai commencé à s'intéresser à tout ça, c'est que c'était une pensée on a laissé de côté un bout de temps, c'était l'encadrement. On croyait que les élèves ou le nouvel arrivant, etc., allaient s'en tirer de lui-même. Et on s'est rendu compte, c'est pas pour rien, ça attire notre attention sur le fait pourquoi est-on arrivé à reprendre le modèle en question, une partie du modèle, l'aide de soutien. Mais on pourrait s'arrêter là, c'est après tout ce que je peux dire, mais je pense que ça me fait réfléchir sur le fait, on a peut-être tort parfois d'attendre trop longtemps pour reprendre quelque chose qu'on a abandonné jusqu'à un certain point. C'est tout ce que je peux dire. Je pense que tu peux compléter. Oui, ça me tient à cœur cette question parce que effectivement, moi j'ai eu la chance, le privilège de travailler avec Thérèse No, que à Laval, vous connaissez bien, qui a mis en place des programmes d'insertion professionnelle dès le début parce qu'elle s'est intéressée beaucoup aux enseignants débutants. Elle m'a même, c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, j'étais en insertion professionnelle et j'ai travaillé avec elle et entre autres, sa thèse de doctorat de 1993, si ma mémoire est bonne, on s'est rendu compte que le système de stage probatoire demeurait parfois une démarche administrative et non pas vraiment de soutien. Ça, je l'ai entendu aussi. C'était un peu le constat pourquoi on a laissé tomber et on s'est dit autant mettre plus de formation pratique, les préparer au préalable, une année de plus de la formation et ensuite ils auront le brevet en terminant la formation initiale.
moi, je suis passée par le système de baccalauréat de 3 années avec le système de probation. Et le soutien, ben, il n'était pas toujours au rendez-vous. Comme il ne l'a pas été quand l'approbation est terminée, il devait avoir, M. Boutin en a fait allusion, il y a eu des subventions qui ont été données dans les milieux scolaires pour développer des mesures, des programmes d'insertion, mais ça n'a pas été, on pensait qu'il y en aurait partout en quittant l'approbation jusqu'à maintenant, mais il y a eu un grand bout de temps où il ne se passe rien dans les milieux scolaires et c'est venu en même temps avec le système des commissions scolaires catholiques et protestantes qui sont devenues linguistiques. Bref, on a oublié un petit peu l'insertion professionnelle. Et c'est là qu'il y a eu un bout de temps où on a eu du rattrapage à faire au niveau de l'insertion professionnelle. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du SNP qui a fait vraiment une démarcation. Il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait à ce moment-là et on a pris en compte l'importance de l'insertion professionnelle. Maintenant, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup d'avancées, même si ce n'est pas encore parfait, et tant mieux, et tant mieux. Mais c'est la pénurie qui nous a aidés à prendre conscience que c'est important d'avoir des enseignants débutants et de les garder. Alors, j'espère que ça va se maintenir, qu'on garde toujours l'idée que l'enseignant qui finit sa formation initiale, il a besoin de soutien dès son entrée dans le milieu scolaire pour qu'il puisse consolider sa formation. Alors, ça, je donne mon petit gratte-ciel à mon tour. Je pense que, justement, c'est un très bel exemple de voir. C'est sûr qu'on avait organisé l'idée de l'aide, etc. Mais si ça ne marchait pas, il y avait des raisons pourquoi ça ne marchait pas. C'est intéressant d'analyser, de voir un peu pourquoi ça ne marchait pas, alors qu'au fait, l'intention d'accompagner quelqu'un, d'être là, aujourd'hui, ça y est. Mais on a encore beaucoup de questions. Il y aura une recherche à faire là-dessus. Il faut peut-être un mémoire du passé. Voilà. Merci. On a quelques mains, en fait, et je vois aussi Mme Giroir. En fait, voulez-vous prendre la parole tout de suite parce que vous n'êtes pas capable de lever la main, je crois. Hein? Ensuite de ça, on passera à Mme Thomas. Oui, bonjour, merci. En fait, je pense que je n'ai pas la bonne version qui me permet de lever la main tout simplement. Manon Giroir, je suis orthopédagogue et enseignante mentor au CSSMI. Grâce au nouveau programme qu'on met en place cette année là, pour permettre l'expansion de ça. En fait, ma question, je sais que c'est probablement difficile d'y répondre comme ça à brûle pour point, mais nous, on se questionne beaucoup, l'équipe des mentors, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'arrive pas à rejoindre un nombre suffisant, mais pas suffisant, mais en fait, le nombre qui aurait réellement des besoins. On essaie d'être créatif, on essaie d'aller chercher de différentes façons, mais on arrive difficilement à faire en sorte que le programme prenne son envol dans toute sa globalité et qu'on atteigne le plus de gens. Je me demandais s'il y avait déjà des trucs qui existaient, des écrits dans vos recherches ou quoi que ce soit qui nous permettraient de partir de ça puis de donner une direction un peu plus précise à notre projet dans notre centre de service. Je sais y aller rapidement. France, si vous voulez, je peux y aller rapidement. Je pense que ça aussi, c'est un bel exemple de voir, on a des dispositifs, on a des éléments, mais encore une fois, il y a eu des recherches qui ont été faites, il y en a qui sont faites, et nous en avons beaucoup dans notre bouquin, on fait des références et tout. Mais ce qu'on observe quand même, à un moment donné, c'est qu'il y a des éléments très, comment dirais-je, qui sont presque incontournables. C'est le contexte des dimensions presque, je dirais, presque culturelles jusqu'à un certain point, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière, de peut-être d'y aller de façon plus micro au départ, puis aller vers autre chose. Je pense que c'est peut-être ça le point véritable, de ne pas être trop, comment dire, emballé avant de faire un pas qui serait initial au début, voir si ça marche, après on pourra généraliser. C'est un élément clé, ça. Parce que quand on généralise tout de suite au départ, on se retrouve dans des situations un peu délicates parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas ce qu'il faut, etc., etc. Je vous entends dire ça, mais par l'expérience de chercheur que j'ai, de praticien, ça m'a souvent frappé, ça, de voir qu'on met en place des dispositifs, on a des moyens, mais pas encore suffisamment, et on se fatigue, et on finit par abandonner. Et c'est ça qui peut arriver à un moment donné. C'est ce qui est arrivé à l'époque dont je parle.
Alors, mais en fait, moi, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je trouve que je pense que ça vaut la peine de voir qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller, tout simplement. France, peut-être que vous aurez votre point. Il faut persévérer. Ce que vous dites, M. Boutin, c'est qu'il faut persévérer Absolument. dans la mise en place. Et il y a aussi, il faut faire confiance au phénomène de contamination positive. Plus ça va aller, plus votre programme va être là, plus il va être connu, bien, plus les gens vont s'engager. Il y a un progrès qui va s'établir aussi. C'est ça. Partant de là et donner peut-être l'air nécessaire pour que ça bouge. C'est ça aussi. Merci. Est-ce que Mme Dufault, vous vouliez ajouter quelque chose? Sinon, je passe à Mme Thomas. Et on va laisser la chance aux autres personnes de poser leurs questions. Oui. Très bien. Alors, bonjour, je suis Ève Thomas du Centre de services des Laurentides. Je suis affectée à ce dossier depuis assez peu. Et moi, ce qui me questionne, c'est de constater, puis je sais que c'est un enjeu syndical, mais je voulais savoir s'il y avait des centres qui ont réussi à contrer ça. C'est de constater que la plupart des tâches qui sont très difficiles, qui sont éparses, qui sont quelques pourcentages en art dramatique d'un niveau, en art plastique d'un autre niveau, en sciences, en univers social avec anglais, en tout cas une tâche comme un peu rapiécée, c'est toujours les nouveaux enseignants qui ont ces tâches difficiles-là. Je le sais que c'est un enjeu syndical, mais il doit avoir, parce qu'on le sait selon la recherche, que c'est plus difficile de rentrer dans un milieu quand on a une tâche qui n'est pas homogène. Et on sait que pour un nouvel enseignant, les nouveaux repères, les nouvelles, tout est nouveau. Donc, ça demande beaucoup d'adaptation. Pourquoi? Comment on peut faire pour changer ça? Est-ce qu'il y a des centres scolaires qui ont réussi? Parce que ça... Je me dis, comme moi, cette année, j'ai rejoint quelques profs un peu à la pièce parce qu'ils n'ont pas le temps de participer à des formations, ils sont toujours en surcharge, toujours. Puis je les comprends, j'essaie de les aider, mais c'est difficile quand ils n'ont même pas le temps de se libérer puisqu'ils sont toujours en train de préparer une nouvelle tâche qu'ils n'ont jamais faite pour un autre niveau. Alors, je ne sais pas s'il y a des milieux qui ont un peu réussi à s'asseoir avec le syndicat ou à s'asseoir, je ne sais pas, avec les directions pour essayer de les conscientiser, puis si ça a changé quelque chose. C'est certain, Mme Thomas, qu'il y a des considérations, des conventions collectives sur lesquelles l'insertion professionnelle n'a pas beaucoup d'emprise. Par contre, il y a certains centres de services qui ont mis en place des groupes d'échange et de soutien pour les enseignants, justement, qui ont ce qu'on appelle les fameuses tâches spaghetti, là, avec soit au secondaire, plusieurs matières ou au primaire, plusieurs classes. Et c'est souvent des groupes d'échange, de soutien qui va être le plus efficace parce qu'effectivement, ça représente quand même des défis. Et ce que j'ai vu également dans les centres de services, c'est que peu importe dans quelle école, même si je suis répartie dans plusieurs écoles, j'ai de l'accompagnement dans chacune des écoles. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que chaque établissement scolaire a sa propre culture. Donc, je vous dirais là, que c'est les deux pratiques là, les plus fréquentes qu'on voit. J'allais le mentionner, ça faisait partie de mes points, puis je me suis dit, je vais l'enlever parce que c'est ce qu'on propose, de tenir compte des tâches qu'on donne aux enseignants débutants. Et même, ils devraient peut-être, quand ils sont en surcharge, d'être libérés dans certains moments pour pouvoir travailler avec des enseignants qui sont formés dans cette discipline pour laquelle l'enseignant débutant n'est pas préparé. Donc, il y a des aménagements de tâches, mais on oublie les coûts que ça nous coûte. C'est rien, des fois, libérer des enseignants pour les garder à long terme. Il faut investir dans les enseignants débutants. Comme je vous dis, les faire venir plus tôt, les payer, qui rentrent plus tôt avant les autres, mais qui se préparent, qui se sentent préparés pour commencer l'année scolaire et que le mentor, au lieu de lui montrer à photocopier, qui discute de planification. Donc, je m'emballe, je vais arrêter. J'ai un petit mot à ajouter quand même. On sait tous qu'il y a un nombre impressionnant de jeunes enseignants qui abandonnent dans les 3-4 premières années. Et il y a un lien entre... Et souvent même la première année, M. Boutin. Oui. J'ai encore eu un témoignage dernièrement. Vous voyez? Ah non, c'est très sûr, c'est un véritable problème. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut voir de façon globale, parce que chaque élément est imprégné de l'autre, c'est sûr.
Mais il y a un petit point quand même, je prends la question de Mme Sueur très rapidement, c'est que la question de répartition des tâches et tout ça, si quelqu'un arrive, il y a toujours la tâche la plus pénible. C'est vrai dans presque toutes les professions, on s'entend. Alors, ça veut dire qu'il faut penser à quelque chose, prendre la peine d'aborder le sujet, d'en parler. Ça fait des années et des mois. Vous comme moi, d'ailleurs, on suit ça de très près. On voit bien les syndicats tirent à gauche et à droite sur ce point-là, d'autres aussi et cela, mais je pense qu'il faudrait faire un consortium pour s'arrêter vraiment. Quelle est la situation de celui qui entre dans un métier, en l'occurrence celui de l'enseignement? Qu'est-ce qu'on fait pour, comment dirais-je, adoucir la rentrée et pas seulement ça, la rendre intéressante, passionnante pour ceux qui sont là. Parce que moi, je crains beaucoup quand on voit tout ça, ces abandons à gauche et à droite, et ça ne bouge pas pour l'instant. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui abandonnent. Et on n'en parlera pas trop, ce sera un autre sujet, ça. Mais quand même. Merci beaucoup. Je me demande si Télémac avait des tâches aussi rudes. Bravo! Merci pour votre humour. Votre humour est savoureux, c'est ça. Je la retiens, celle-là. On voit que la question était bien, bien pertinente. Merci, Mme Thomas. On passerait maintenant à Mme Stéphanie. Oui, bonjour. Ben, écoutez, c'est très intéressant ce qu'on entend. Moi, je suis conseillère pédagogique au Centre de services de l'énergie à Shawinigan. Donc, on a aussi le défi d'accompagner des enseignants non légalement qualifiés aussi. Donc, c'est tout un autre défi qui se présente à nous, outre l'insertion professionnelle. Moi, je m'interrogeais à propos, parce que vous n'avez pas tant parlé, mais probablement que c'est évoqué dans votre ouvrage, de tout ce qui est par rapport à la posture éthique et professionnelle. Parce que j'ai vécu des situations personnelles avec mes propres enfants qui ont eu des enseignants stagiaires ou novices dans les classes, puis qui n'adoptaient pas toujours forcément peut-être la posture. Alors, je sais que c'est évoqué à l'université très sommairement. Je n'ai pas fait toute mon université au Québec, donc je ne sais pas s'il y a un cours dédié à ça, mais en tout cas, pour avoir fait celui sur l'organisation scolaire du Québec, je sais qu'on en parle brièvement. Et je m'interrogeais sur quel était le rôle de l'accompagnant là-dedans, sans lui rajouter une surcharge, là, mais par rapport à la posture éthique et professionnelle que devaient adopter les jeunes enseignants. Qui se lance? Mais c'est vrai qu'en formation initiale, ce n'est pas assez. Ça pourrait être encore plus renforcé, cet aspect-là, effectivement. Du côté des milieux, pour avoir intervenu dans différents centres de services, vous n'êtes pas la seule à se questionner. Cependant, le rapport à l'éthique professionnelle, c'est-à-dire soutenir le développement de cette compétence-là, devrait être l'affaire de tous les acteurs et non juste des accompagnateurs. Donc, c'est souvent, ce que j'ai vu beaucoup, c'est une réticence des gens à intervenir sur des enjeux éthiques. Donc, je pense qu'on a une responsabilité à partager à ce niveau-là pour que ça ne repose pas uniquement sur les épaules des accompagnateurs, uniquement sur les épaules de la direction ou des conseillers pédagogiques, mais que ce soit un enjeu partagé par tous les acteurs. Donc, ça, au-delà de parler de problèmes éthiques, on peut parler aussi de malaise éthique, parce que quand il y a un problème éthique, il est déjà trop tard. Donc, je me souviens, il y a quelques années, le SNP offrait des formations aux enseignants débutants justement sur l'éthique professionnelle, pas en termes de ce qui est correct ou pas correct, mais plutôt être dans la prévention de situations problématiques. Donc, il faut agir plus en prévention. C'est surtout ce que j'ai vu là, au niveau là, des interventions dans les différents milieux. C'est vrai aussi que dans les stages, il y a un guide du savoir-agir. Également. Mais vous savez, c'est le rôle aussi des enseignants associés hein, de travailler cet aspect-là pendant les stages. Mais il y a toutes sortes de situations. Parfois, on entend des situations où il n'y a pas toujours des bons modèles non plus. Hein, donc, c'est l'affaire de tout le monde, je pense, à tous les niveaux même. Mais France, excusez-moi, justement, là, puisque je dis ça, c'est que l'éthique, c'est quand même un sujet qui est très, comment dirais-je, on croirait que c'est déjà rentré dans les mœurs et tout, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire.
Moi, je suis dans Énormément. un autre dossier. C'est une culture qu'il faut essayer de présenter quelque part. Et c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Suisse, c'est vrai pour plusieurs pays. Moi, je pense, je suis teneur d'une éthique de l'action aussi. Qu'on ne fasse pas des discours uniquement, mais qu'on passe à voir un peu dans le vécu des gens, de leur façon de vivre, leur façon de parler, de présenter les choses. Qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas jusqu'à un certain point, qu'on aille jusque-là, qu'on voit qu'est-ce qui est recevable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on a un peu peur, on se retient. Vous avez raison de souligner ça, c'est que ça oblige à une autre mentalité, à un autre vécu, une autre façon de vivre. Ça va jusque-là. Alors, j'ai un petit article là-dessus, là. Passage. Merci. C'est Alors, très délicat. Oui. oui, on a dépassé de beaucoup le temps, mais je sens que les gens restent. Alors, on va poursuivre avec les 2 dernières interventions, Nancy. Oui, il y a François, ensuite Claude Tousignan. Bonjour, je ne vais pas parler longtemps. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, on vous entend donc, très bien. Je ne vais pas parler longtemps, mais d'abord, je veux appuyer un peu ce que vous avez dit sur l'importance de la relation. Je trouve ça vraiment important qu'un nouvel enseignant qui a besoin de développer son sentiment de compétence, qui puisse être, ce sentiment-là puisse être renforcé par ses collègues et qui puisse avoir l'impression qu'il fait partie d'une équipe, puis parce que ça a une importance quand il arrive en classe devant les élèves. S'il sent qu'il est tout seul, il n'y aura pas la même attitude, la même genre prestance ou quelque chose comme ça. Il ne sera pas capable d'être aussi sûr de lui que s'il sent qu'il fait partie d'une équipe. Ça, je trouve ça vraiment important. Moi, je suis conseiller pédagogique en sciences technologies, puis aussi en informatique. J'ai subi le délestage, donc j'ai été obligé, j'étais content d'aller aider mes collègues dans des écoles pendant quelques semaines l'année passée. Et avec 30 ans d'expérience en enseignement, parce que ça fait pas longtemps que je suis conseiller pédagogique, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça très difficile. Puis les difficultés dont vous avez parlé, vous les avez nommées tout à l'heure, d'avoir seulement le code de photocopie, de savoir où je vais me chercher des stylos, de savoir, ça a pris 2 semaines avant que j'ai accès à GPI pour aller dans les listes d'élèves. Toutes sortes de difficultés comme ça qui doivent être réglées avant. Il ne doit pas avoir ce genre de difficultés-là. Et moi aussi, je questionne le contexte de l'intégration d'un nouvel enseignant. Moi, je suis arrivé là avec 30 ans d'expérience, parfait, je suis capable de m'adapter et j'ai trouvé ça difficile. Mais les enseignants qui sortaient de l'université, qui sont entrés dans le contexte pandémique, ou ceux qui finissent, ils finissent au mois d'avril, et là, il y a des fins d'année, des tâches comme pour finir une année parce que l'enseignant est parti en burn-out. Alors, on met un étudiant qui sort de l'université pour le remplacer parce qu'il n'y a personne d'autre disponible. On risque énormément de scraper ce jeune enseignant-là, le mettant dans des conditions aussi difficiles. Parce que souvent, rendu là, le groupe il est désorganisé, ça fait un bout qu'il essaie d'avoir des suppléants et tout ça. Moi, je trouve que ce contexte-là, peut-être qu'on devrait l'éviter. Puis, c'est ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça, là, mais parce que les autres ont peut-être d'autres choses à dire, puis il est tard, mais je trouve ça vraiment important. Et moi, je suis sorti de là, j'ai écrit un rapport de 10 pages à mon directeur. J'ai dit là, les nouveaux enseignants, quand ils vont arriver, ils ont besoin de ça. On le sait de quoi ils ont besoin. Pourquoi qu'on ne le prépare pas à l'avance pour n'importe quel enseignant qui va arriver dans l'école? Et c'est vrai autant pour un enseignant d'expérience qui arrive dans un nouveau milieu comme moi. J'avais besoin de connaître tout le monde, les usages de l'école et tout ça, qu'un nouvel enseignant qui, lui, en plus, il doit apprendre à enseigner. Donc, puis c'est ça. Je me demande si ça ne serait pas souhaitable qu'un nouvel enseignant ne commence pas à 80% ou quelque chose comme ça. Pourquoi il commencerait, vu qu'il y a déjà un surplus de tâches par rapport aux enseignants expérimentés, s'il ne pouvait pas commencer avec un groupe de moins ou quelque chose comme ça pour l'aider à démarrer. Mais ça, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais je le dis. C'est bien. Il y a des pays qui le font en passant. Il y a des pays qui le font et ça fonctionne très bien. Absolument. C'est une volonté politique et il faudrait l'envisager. J'en parle parce que je le dis parce que dans le milieu où vous êtes, dans la recherche, un jour, peut-être que le ministère vous entendra. Moi, c'est sûr que non. Merci. Bonjour. On va poursuivre dans cette lancée. Il faut espérer. C'est compliqué, ça. Mais j'aimerais...
Oui, j'ai besoin d'un tout petit mot là-dessus, Sonia. Je veux dire, bon, merci de votre témoignage, parce que c'était, vous le dites, moi je l'ai entendu très souvent aussi, et ça veut dire que c'est vraiment un point central. Et si on veut comment conserver le nombre d'enseignants nécessaires, il faudra passer par là aussi. Il ne faut pas se contenter de à peu près. C'est une tâche énorme, mais non, tu es bien d'accord. Mais il faut s'y attacher. Point de commentaire. Monsieur Tousignan, à votre tour. Oui, mais, pardon, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être encore là. Je voulais répondre à la conseillère pédagogique, mais je pense que c'est des Laurentides, mais malheureusement, j'ai perdu le nom en chemin. Désolé. Concernant là, les tâches spaghetti et tout ça, les bouts de tâches et tout ça, c'est sûr que je pense que si on veut éviter ça, évidemment, s'il y a des tâches spaghetti, c'est parce qu'à la base, il y a eu un découpage de tâches qui s'est fait là, avec les enseignants réputés permanents dans chacune des écoles. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'aller voir dans chaque école, d'avoir dans chacune des équipes matières, mathématiques, moi je parle parce que je suis au secondaire, là, je vais parler de ce que je connais, d'aller voir des gens de sciences, de français et tout ça, puis s'assurer que la dernière tâche, ça soit une tâche qui soit tout aussi agréable à prendre qu'une tâche qui serait prise par l'enseignant qui a 30 ans d'expérience. Je pense que c'est important de s'assurer justement de faire déjà de la sensibilisation auprès de chacune des équipes écoles, soit par la direction, mais même par souvent l'enseignant qui a une certaine importance dans l'école. Là, le mot m'échappe, mais tu sais, quelqu'un qui a un certain aura dans l'école, qui est capable de dire à leurs collègues, de dire, tu sais, le dernier collègue que tu as, puis qui se ramasse avec, comme on disait tantôt, deux classes de ci, 3 classes de ça, puis une classe de ça, c'est pas très agréable. Puis, sachant ça, bien, tu sais, à ce moment-là, des fois, on réorganise un petit peu pour s'assurer que ce soit un petit peu tout le monde là, qui... en fait, on s'assure que le dernier, la dernière, ou les derniers et les dernières aient des tâches correctes. Ensuite de ça, concernant l'éthique, ça a été dit, puis merci Liliane, là, le malaise éthique avant que ça devienne un problème éthique, je pense que c'est important que l'accompagnateur joue son rôle, mais que la direction aussi joue son rôle. Je me rappelle, moi, il y avait une direction qui était venue me voir comme accompagnateur pour me dire, d'aller dire à un enseignant de première qui débutait dans la carrière, qui portait des fois des t-shirts troués. Alors, c'était moi. Là, j'ai dit à la direction, tu sais, à un moment donné, c'est peut-être aussi ton rôle, là, tu sais, là, mais elle ne voulait pas se le mettre à dos, elle voulait rester gentille avec lui. Tu sais, à un moment donné, il faut que chacun joue son rôle dans ce genre de choses-là. Puis, troisièmement, je te tiens à dire, en tout cas, à Laval, le dossier, je vois Liliane qui est là depuis de nombreuses années. Il y a un très gros travail qui s'est fait chez nous à Laval, puis j'invite les gens d'ailleurs de suivre ce que Liliane, Nancy qui s'est jointe à l'équipe il y a quelques années, les autres, Geneviève, Sophie, les gens d'avant, Lorraine et tout ça. On a beaucoup d'expertise à Laval, donc n'hésitez pas à venir voir les gens de Laval parce qu'il s'est développé une grande expertise chez nous. Merci. C'est une invitation. Oui, c'est une invitation, oui, c'est une suggestion. J'ai pas payé Claude pour dire ça. Dans le fond, quand Claude dit Laval, c'est le Carrefour national en insertion professionnelle en enseignement qui est basé à Laval, qui est né justement de l'expertise que Laval a développée à travers les années. Sur plusieurs années, Liliane, il faut le rappeler que ça prend plusieurs années. Développer une culture d'insertion professionnelle, ça se fait dans l'école, qu'il y a des comités, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une responsabilité qui est partagée, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça. Donc, comme tu le disais un petit peu plus tôt, France, dès l'abolition dès 1995, Laval s'est penché là, sur ce phénomène-là d'accueil et d'insertion. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, je voudrais vous remercier. Vous avez été en grand nombre ce soir et votre participation a été plus qu'extraordinaire. Je vous invite, j'ai 2 invitations pour vous à noter à votre agenda. Tout d'abord, le colloque à distance mais présent au secondaire organisé par le CPIQ qui débute le 8 avril. Donc, je vais envoyer à tous les responsables de dossiers d'insertion l'invitation. Et la prochaine visioconférence du SNP sera le 11 mai
toujours à la même heure, on aura la présentation du nouveau référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante par Mesdames Stéphanie Charret et Caroline Paré, conseillères à la direction de la valorisation de l'éducation et des politiques de formation du personnel scolaire. Donc, vous recevrez également cette invitation-là. Je vous remercie encore une fois. Merci à Nancy, à Marie-Ève, à France, à Gérald et à tous ceux qui ont eu le courage d'intervenir. Le SNP, c'est nouveau comme formule, les programmes de visioconférence. Ça permet justement de cibler un intérêt commun. Alors, merci beaucoup. C'est un rendez-vous le 11 mai. Alors, merci et bonne soirée. Merci à tout le monde qui a participé. Ça me fait Merci. chaud au cœur. On aurait aimé échanger davantage, hein, surtout d'être en communication avec des gens de partout au Québec. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, lâchez pas. Vous êtes important dans le milieu du système d'éducation pour soutenir les enseignants débutants et les élèves. Alors, on continue le travail. Je suis tout à fait d'accord avec cet énoncé. Bonne chance à tous. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai déposé dans la conversation une petite fiche, là, si vous voulez la compléter maintenant. Sinon, vous aurez par courriel, on vous invitera à compléter la fiche d'appréciation de la rencontre d'aujourd'hui. Un immense merci tout le monde. Donc, on va être évalué. Merci, au revoir. C'est une blague. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Voulez-vous qu'on fasse une petite boucle ensemble? Oui. Une petite boucle. On va boucler la boucle. Comme à la fin d'un accompagnement. Il faut apprendre à se quitter. La parole est à vous. Donc, je pense qu'on n'a pas atteint le nombre d'inscrits, mais quand même, il y a eu plusieurs... On a eu 150 participants. Hein? 150? Oui, 150 participants. Puis personne n'a osé poser de questions, je pense. Vraiment, c'est ça, il aurait peut-être fallu plus de temps aussi. Vous avez réussi à couvrir le sujet tellement bien que... Non, mais je pense que c'est amusant ce que vous dites parce que la grande hantise que j'avais quand on est deux comme ça à intervenir, puis on a travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble, c'est qu'on a une espèce de dialogue, on se complète, on apporte des éléments. Donc, moi, c'est très rare que ça m'arrive dans des conférences à deux comme ça. Et je trouve intéressant de voir que les gens ont quand même été attentifs à tout ça. C'est pas simple de nous suivre dans tout, mais comme il y a un livre là, évidemment, si ça les intéresse, ils iront plus loin. C'est tout, parce que c'est énorme comme en si peu de temps, ramasser tant de choses. Ça demande, on aurait pu tellement à mettre encore plus, parce que le livre est très, très rempli, si on peut le dire. Mais enfin, espérons que ça ne tombe pas à l'eau, comme on dit. Marie-Ève, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement. Puis il y avait aussi toute la notion des ENLQ, le système de mentorat qui s'en vient, mais on ne pouvait pas ouvrir là-dessus trop pour s'arrêter.